Bonjour Monsieur Jean Duchazot, donc nous sommes ici au CEP pour la journée régionale d'Île-de-France, donc 16 avril 2016. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre intervention aujourd'hui? Eh bien, écoutez, j'ai été invité à parler dans le cadre de cette journée qui est un thème qui est sur un thème qui tourne autour des relations entre l'âme et le corps, si vous voulez. Donc il y a des gens spécialisés dans différents domaines comme la génétique ou la transhumanisation, enfin il y a plusieurs sujets que j'ai vus. Moi c'est l'endocrinopsychologie, toujours fidèle au poste, c'est-à-dire l'étude des relations entre le corps et l'âme. Sujet complexe, le corps et l'âme. Alors l'âme évidemment fait problème parce qu'elle n'est pas étudiable en sciences. Il faut donc que j'explicite un peu dans ma conférence future là ce qu'est l'âme et par rapport à l'esprit. Il y a quelques nuances à donner, mais enfin disons que c'est la partie spirituelle qui va dominer l'être humain, et nous avons aussi le corps, et dans le corps c'est les glandes endocrines selon les travaux du docteur Jean Gauthier qui sont les tenants aboutissants des explications scientifiques. Parce que vous êtes un peu un disciple, on va dire, du professeur Jean Gauthier. Voilà, c'est ça. docteur Jean Gauthier, je suis son héritier. Son héritier, oui. Son héritier, voilà. Vous êtes un des uniques en France à suivre... Je suis tout seul comme héritier, oui. Ouais. Et comment ça se fait que d'autres personnes ne vous suivent pas dans cette voie-là? Il y a des gens qui sont très ouverts, il y a même des médecins qui m'appellent, qui sont intéressés par le domaine, oui. Mais il reste confidentiel quand même, parce que si les médecins s'intéressaient de trop près à ce que je fais, ils seraient eux-mêmes ennuyés, puisque je suis tout à fait en dehors des canons officiels. Hein. C'est une connaissance vraiment à transmettre, puisqu'elle n'est pas prise en compte par les études officielles, physiologiques, neurophysiologie, etc. Et qu'est-ce qui fait que ce n'est pas pris en compte? C'est des lobbies qui sont derrière? C'est une structure? Alors, incontestablement, des lobbies, incontestablement, des puissances d'argent, bien sûr. On vit un peu des maux des gens, enfin, je ne veux pas accuser personne, mais enfin, c'est sûr que la maladie est un gagne-pain pour beaucoup de gens qui opèrent qui vivent. On dit en France, par exemple, il y a beaucoup plus de gens qui vivent du cancer qu'il y en a qui en meurent. Alors ça pose un problème. Et puis, il y a surtout ce problème de la connaissance, si vous voulez. Connaître l'être humain est très, très, très difficile, parce que l'homme est le seul objet de science au monde qui soit animé par un esprit. Et si on veut l'étudier scientifiquement, on ne peut pas, puisqu'il n'existe pas de science de l'âme ou de l'esprit. Il faut donc recourir à une réflexion intellectuelle, donc une philosophie, pour appréhender cette relation corps-esprit. Le corps, oui, on peut l'étudier, oui, mais si on le sépare de l'esprit, ça ne donne plus rien. Autant étudier un cadavre. Et c'est vraiment le problème. Donc, les neurosciences, qui se veulent la discipline essentielle pour connaître ces relations entre le corps et l'âme, puisqu'elles sont à la base de recherche pour essayer de trouver comment le cerveau s'y prend pour penser, pour être ému, pour avoir de l'empathie, etc. Et ces neurosciences posent un postulat invraisemblable quand on réfléchit. C'est que ce postulat, donc quelque chose d'indémontrable, pose que dans le cerveau, il y a tout. S'il y a tout, où est notre liberté de l'esprit? Un organe ne peut pas être libre. Par conséquent, les prémices de développement de cette science neurologique, les neurosciences, qu'on appelle en général neurosciences, sont erronées, et elles ne peuvent pas être fécondes. C'est pour ça qu'on ne connaît toujours pas comment ça fonctionne un être humain. D'accord. Pour vous, parce que vous êtes un spécialiste, on va dire, du sommeil, des rêves, des glandes thyroïdiennes, etc. Vous avez pris, on va dire, cette voie par passion, suite apparemment à une maladie qui a été traitée par le docteur Jean Gauthier, c'est ça? Exactement. C'est à partir de là qu'est venue votre passion. Oui, j'ai été atteint d'hyperthyroïdie, par à base d'eau, j'étais très jeune. J'ai eu beaucoup de difficultés dans mon enfance, avec de l'arythmie cardiaque, avec des problèmes adaptatifs et scolaires. Et c'est quand j'ai connu le docteur Gauthier que j'ai pu être transformé par un équilibrage endocrinien. C'est à partir de là que je me suis passionné. Et comment ça se fait que cette voie, ce chemin que vous avez pris pour traiter cette maladie, a marché sur vous, a marché apparemment sur le docteur Gauthier aussi, puisqu'il était malade, et ça ne sert pas comme exemple? Non. Comme si seul le docteur Gauthier et moi-même avions eu besoin de cette expérience première et fondamentale pour qu'on puisse transmettre quelque chose avec cette passion de la vérité, sans quoi nous n'aurions pas pu tenir la route face à toute l'adversité. Or, l'expérience du docteur Gauthier lui-même et la mienne ensuite font que je suis toujours dans l'incapacité, comment dirais-je, on ne peut pas m'atteindre, enfin si, on peut m'atteindre bien sûr, mais je veux dire par là que
dans la faiblesse où nous sommes tous les êtres humains, personnellement, je suis un passionné à cause de mon expérience et personne ne pourra m'objecter. Non, monsieur, un médecin qui me dirait, un physiologiste, mais monsieur, vous exagérez, vous n'avez pas fait votre médecine, comment pouvez-vous dire? Eh bien, moi, je dis, écoutez, c'est vrai, je suis un être modeste, mais j'ai une expérience que personne n'a. Voilà. Par contre, on a appris depuis plusieurs années, on nous fait croire que le cerveau est l'organe principal, on va dire, du corps. Depuis quelques mois, quelques années, on commence à apprendre que les intestins sont le deuxième cerveau du corps humain. Et depuis qu'on vous suit un peu, vous nous faites une découverte en disant que la thyroïde est peut-être le principal organe. Vous la placerez en quelle place exactement? Alors évidemment, j'ai l'habitude de contester toutes les assertions, toutes les trouvailles, j'appelle ça comme ça, quitte à me faire un peu critiquer parce que on pourrait m'accuser de fermeture, etc. Non, toutes ces ouvertures sur d'autres théories, sur d'autres appréhensions physiologiques qui nous font affirmer justement que l'intestin pourrait être un second cerveau, tout ça, je suis obligé d'en douter. Non pas que je critique un aspect possible, un aspect qu'on a découvert, l'intestin est très important, et maintenant on parle de porosité, de difficulté, non, tout ça, je ne peux pas le contester. Mais je conteste cette façon de systématiser un petit fait, une découverte ponctuelle, pour en faire quelque chose qui dépasse certainement la découverte qu'on a faite sur l'importance de l'intestin. On dit c'est le second cerveau, rien que ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le cerveau, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est un organe de mémoire. On en a fait le Deus ex machina qui dirige tout. Alors ça, je le conteste aussi. Maintenant, quant à dire que l'intestin, non, l'intestin est second cerveau, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais les livres paraissent, ça devient une mode universelle. Maintenant, c'est acquis par même le grand public. Et moi, je mets en doute cela pour des raisons de méthode. Je m'occupe aussi dans mes formations de méthodologie parce qu'il faut expliquer pourquoi nous ne sommes pas arrivés à des connaissances suffisantes. Pourquoi c'est si difficile de connaître l'être humain alors que la science a fait des progrès sensationnels et pas la science de l'homme? Et pourquoi? Il y a une raison, donc il y a une question de méthode, question d'appréhension même philosophique. Pour vous, le corps et le psychique d'un individu sont la vitrine, on peut dire que ce sont la vitrine d'un être humain? Le corps et le psychique, dites-vous? Bien sûr, l'être humain, mais on peut dire que les animaux aussi ont un psychisme, mais qu'est-ce que c'est que le psychisme? Eh bien, je dis que le psychisme, c'est la manière dont notre âme spirituelle fonctionne par le corps. On appelle ça psychisme. Les anges n'ont pas de psychisme, ils sont des esprits purs. Donc ils ont un esprit, ils ont toutes les facultés que nous avons, mais sans le corps. Donc c'est moi qui dis ça, maintenant on peut objecter si on veut, mais alors pour répondre à votre question, l'homme se caractérise par cette alliance corps-esprit. Le corps, nous le partageons avec l'animal, mais nous avons une âme spirituelle et rationnelle qui nous fait penser, aimer, vouloir. Et comment expliquer ça? Eh bien, ils ont trouvé que le cerveau n'a rien donné jusqu'à présent. On cherche dans le cerveau les mécanismes très fins pour expliquer ce que c'est que l'intelligence, les émotions, etc. Eh bien, on n'a toujours pas trouvé ce qui se passe dans le cerveau. Ou pour vous, un être humain, pour être bien, il faut qu'il ait le corps en bonne santé, mais il faut qu'il y ait le psychique aussi, donc la spiritualité, etc. Ah, bien entendu. Avec les nouvelles lois qui sortent et qui sont en France, avec la laïcité, etc., où on ne veut plus de religion, par exemple, est-ce que c'est un moyen faussé pour les gens de trouver leur équilibre? Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? Les gens, ils perdent leur repère niveau religion, etc. Oui. Est-ce qu'ils peuvent être un jour bien dans leur tête et dans leur corps sans avoir cette spiritualité? Non, d'accord. À mon avis, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Nous sommes ordonnés, nous sommes faits pour être spirituels. Nous avons une âme spirituelle. Nous sommes destinés à quelque chose de spirituel, mais aussi de peut-être surnaturel. Alors ça dépend, il y a des gens qui n'ont pas à la foi. Surnaturel, donc celui qui ne fait que vivre naturellement, il vit un peu comme des animaux. Il a une âme qui est spirituelle de toute façon, mais il ne s'élève pas au niveau du surnaturel. C'est un vrai problème. Car dans l'économie glandulaire, j'expliquerai ça peut-être cet après-midi, je ne sais pas, il y a ce qu'il faut pour que nous nous élevions au-dessus des contingences purement naturelles. Nous sommes portés par cette exigence spirituelle et que lorsque nous la cultivons, lorsque nous la vivons, cette exigence spirituelle, nous formons en nous, nous développons en nous des aptitudes qui sont psycho-endocriniennes. Ça, c'est un peu nouveau. Alors, c'est le travail, ça. C'est quelque chose à développer et à montrer parce que c'est difficile de le prouver d'une manière scientifique, de toute façon. Et qu'est-ce que vous pensez de tous ces problèmes de thyroïde qu'on voit en ce moment sur beaucoup de gens? Et
où la solution, on va dire, des médecins est directement l'ablation de la thyroïde, qu'on voit de plus en plus avec le traitement Levothyrox par la suite. Est-ce que c'est quelque chose que vous prescrivez vous-même ou c'est quelque chose à ne pas faire du tout? Et c'est une glande si importante, pourquoi faire une ablation de cette glande qui est si importante dans la vie d'un être humain? La méconnaissance des phénomènes glandulaires essentiellement, parce que malheureusement je dois le dire et l'affirmer, quitte à me faire attaquer, est telle, cette méconnaissance, cette ignorance, j'ai pas peur de le dire, qu'on va procéder à l'ablation parce que lorsqu'on ne peut plus comprendre, on ne comprend pas comment ça fonctionne et qu'on se heurte médicalement à des difficultés qui sont plus ou moins graves, eh bien la solution idéale c'est d'enlever, alors il n'y a plus de problème. Sauf que quand des gens ne peuvent plus être réglés, car il y en a qui ne peuvent pas être réglés par l'apport de Levothyrox, tout le monde n'est pas éligible aux mêmes choses. Il y a des gens qui prennent du Levothyrox et ça ne se passe pas trop mal, il faut le reconnaître, bien qu'il faudrait plutôt prendre des choses naturelles plutôt que des hormones de synthèse. Mais il y en a certains qui, lorsqu'elles prennent des substitutions, ne sont pas réglées. Elles ont tous les maux du monde pour essayer de trouver leur adaptation, car l'apport extérieur ne leur convient pas, et c'est un vrai problème. Alors, bien sûr que je suis contre ça. On peut éviter, avec les méthodes que j'ai héritées du Dr Jean Gauthier, on peut éviter l'ablation thyroïdienne. Et ces méthodes, on peut les avoir où? Par votre biais? Vous avez un site internet, un livre? Sur internet, tout ça est expliqué, mes vidéos et tout. Ouais. Et puis j'ai mon cabinet qui fonctionne toujours malgré que j'ai un certain âge. Ouais. Vous êtes situé où? Je suis rue Rennequin, je suis dans le 17e. D'accord. De Paris. Que les gens puissent, que ceux qui sont intéressés puissent venir voir. Et on a appris aussi autre chose en vous suivant. C'est un autre mythe s'effondre, c'est que tout le monde ne rêve pas la nuit finalement. Ah oui, tout à fait, oui. Parce que le mythe, c'est que tout le monde est obligé de rêver, et vous nous avez fait découvrir que c'est faux. Oui, encore un mythe qui tombe. Vous êtes allé voir MetaTV, oui. Absolument. Ah, c'est un mythe complet. C'est un mythe complet, oui. Et ça, c'est important parce que le sommeil m'a beaucoup passionné. Le sommeil n'est pas découvert. On ne sait pas ce que c'est que le sommeil officiellement. C'est terrible que moi, modeste que je suis, je n'ai pas fait médecine, je fais de la physio, d'accord, mais je suis surtout l'héritier du docteur Jean Gauthier. Eh bien, au nom même de ces travaux remarquables, extraordinaires du docteur Jean Gauthier, je peux affirmer que le sommeil paradoxal n'a jamais été et ne sera jamais le sommeil des rêves. C'est une faribole, c'est une erreur. Alors, on n'a pas le temps de le montrer ici, mais j'ai mon livre qui montre tout ça. Quel est le titre de votre livre d'ailleurs? Le sommeil et le rêve ont-ils livré leurs secrets? Point d'interrogation. Alors, le sommeil paradoxal n'est pas un endroit du rêve. Absolument pas. Et j'explique comment ce n'est pas possible. Et c'est une démonstration, carrément. Et donc, je m'inscris en faux contre tous les scientifiques, tous les spécialistes du sommeil, qui répètent depuis 55 ou 60 ans que si on ne rêve pas la nuit, c'est que... Non, si on ne se souvient pas de ses rêves, c'est qu'on ne rêve pas. En fait, on peut parfaitement ne pas se souvenir d'un rêve, parce que... C'est parce qu'on ne rêve pas, d'ailleurs, mais on est obligé de s'en souvenir quand on rêve, de toute façon, parce qu'un rêve se situe à la jonction même du sommeil et du réveil. Par conséquent, un rêve vient de se produire à l'instant même où on se réveille, et il n'y a aucune raison de dire « Ah, je ne me souviens pas, j'ai rêvé ». On sait qu'on a rêvé. Parfois, on oublie peut-être le contenu, mais on sait qu'on a rêvé. Et quand on affirme qu'on est obligé de rêver, c'est parce que la phase paradoxale de sommeil a été considérée comme universelle, et c'est vrai que les animaux ont des phases paradoxales, les petits animaux, les grands animaux, tous les êtres humains, même les fœtus. Et au nom même de cette universalité de la phase paradoxale, qu'on a liée indûment au sommeil, au rêve, on dit on rêve systématiquement. Et quelqu'un dit ah moi je rêve pas. Ah c'est pas possible, vous en souvenez pas. Et c'est faux. C'est qu'on rêve pas quand on ne se souvient pas, on ne rêve pas. Alors tout ça c'est d'abord. Et vous dites qu'on rêve juste au moment où on va se réveiller. Et comment ça se fait que des fois on a l'impression qu'on est arrivé des heures et des heures et qu'on est réveillé juste 2-3 secondes après. C'est tout à fait connu. Alors il y a des explications difficiles à donner quand même, c'est qu'on n'a aucune notion du temps et de comparaison du temps espace-temps quand on est en deçà de la conscience. Le rêve se situe dans un intermédiaire entre le sommeil, donc absence de conscience, et le réveil complet. Donc entre les deux, il y a une phase semi-conscience, et là on n'a pas de moyen d'apprécier la durée d'un temps. Ce qui fait que des millions, peut-être même plus, d'images sensorielles, thyroïdo-neurosensorielles, nous investissent complètement au moment de notre réveil. On a l'impression que ça dure extrêmement longtemps. Le rêve d'Alfred Maury est célèbre pour ça.
Ça durait des heures entières, son rêve de guillotine, qui est super connu. Et pourtant, ça durait 4 secondes. Alors voilà, un rêve, c'est très très rapide. Et d'ailleurs, vous nous expliquez très bien que le sommeil n'est pas fait pour le cerveau, mais c'est plutôt pour la glande, pour la thyroïde. Le sommeil est induit par la capacité de la thyroïde à ranimer des images au moment du réveil. Et l'image, c'est quelque chose qui est lié à la rétine. Il y a des images sensorielles un peu différentes aussi, mais surtout la rétine, donc la vision. Et la thyroïde est extrêmement liée à la vision. Donc ma femme avait interrogé un aveugle de naissance. Alors il lui disait, quand je rêve, non, je rêve pas en image, mais je rêve parce que... Alors il rêvait par des images sensorielles, audition, ressenti, vous voyez, très curieux ça. Il n'y a pas d'image sensorielle, visuelle chez un aveugle-né, mais il y a quand même des rêves. Alors, la thyroïde est indispensable, effectivement. Quand on vous écoute, on a vraiment l'impression que la thyroïde est l'organe principal, quoi. Il est responsable de beaucoup de choses. C'est la glande de la vie. C'est la glande de la vie, oui, carrément. Donc la vie, c'est spirituel, l'âme, anima, c'est la vie. Mais dans la considération de l'être humain, il y a l'âme et le corps. Et le corollaire de cette vie spirituelle, l'âme, c'est spirituel, c'est la thyroïde. Ouais. C'est-à-dire que l'animation du corps, c'est l'âme, nous sommes d'accord, pas philosophique, mais il y a au niveau somatique un organe vital qu'est la thyroïde. Et quand on s'effondre, soi-disant c'est une crise cardiaque, en réalité c'est un arrêt thyroïdien, dit le docteur Jean Gauthier. Donc les morts subites, ce n'est pas l'arrêt du cœur, c'est l'arrêt de la thyroïde parce qu'on a exagéré, parce qu'on a été éligible à cette anomalie, quand on a été extrêmement perturbé, ou on a beaucoup trop travaillé, on s'est épuisé à un moment donné. On a toujours des signes avant-coureurs en général, mais enfin, eh bien on s'effondre et on dit « Ah, il est mort à 40 ans même !» C'est ça que le docteur Gauthier révèle. Mais des choses qui sont à 20 années-lumière de nos considérations actuelles. Vous faites tomber des mythes complètement. Oui. Et est-ce que tout enfant qui naît a-t-il le même potentiel et la même thyroïde au niveau, comment on va dire, niveau énergie, etc., où on est tous différents quand même? Non, on est tous différents. Ouais. On est tous uniques au monde. Et comment on peut faire pour l'améliorer ou au moins ne pas l'abîmer au maximum? C'est toute l'éducation. Il y a ce fameux, évidemment, débat entre l'inné et l'acquis. Nous naissons avec un potentiel glandulaire qui est héréditaire. Nous sommes le résultat des tendances glandulaires de nos parents. C'est plus que génétique, ça. On n'a pas le temps de parler de ça. Et donc, quelqu'un va être un peu faiblard, un peu ceci, un peu cela, etc. Mais une bonne éducation peut arriver, puis peut-être la méthode que je préconise peut développer, j'en sais quelque chose pour moi, développer des capacités qu'on n'avait pas trop, parce qu'on équilibre de plus en plus le système endocrinien, donc on arrive à des performances relatives, mais quand même. Et puis vous avez ceux qui ont un bon potentiel, par exemple, excellent, mais dont la vie est tellement difficile, tellement pas éduquée, pas d'éducation, pas de qualité pour faire que le tuteur puisse être le tuteur de la plante qui pousse. Il n'y a pas de tuteur, et bien l'arbre il va pousser de travers. Et bien, si donc on a un bon potentiel, mais qu'on n'a pas une éducation, qu'on n'a pas cultivé des qualités qui font que notre système glandulaire s'adapte et s'équilibre, eh bien, nous n'allons pas être au potentiel maximum de nos possibilités. Et on va être rejoint alors par des gens qui ont moins de potentiel, mais qui ont eu une éducation, une qualité morale de vie, et donc j'essaye d'expliquer comment la différence peut se faire. Une dernière question. On a vu, vous nous révélez ça, que beaucoup de problèmes psychiques d'enfants agités, de dépression et même d'épilepsie peuvent venir directement de la thyroïde. Tout à fait, oui. Alors que dans le monde médical, on dit souvent que c'est... Alors beaucoup de maladies, ils ne savent pas trop, et d'autres, ils nous disent que c'est le cerveau. Oui, bien sûr, oui. Comment faites-vous pour... Eh bien, il faut expliquer. Oui, pour expliquer ça. Il faut savoir ce qu'est l'épilepsie. De toute façon, l'épilepsie, le docteur Gauthier en a parlé il y a 70 ans. Il a donné toute l'explication du mécanisme de l'épilepsie. Je le redonne régulièrement dans mes exposés. L'épilepsie, c'est entièrement thyroïdien. C'est tout. Et je l'affirme maintenant, je ne peux pas ici, dans le cadre-là, de démontrer ça, mais c'est une chute thyroïdienne en fait. Et alors à ce moment-là, les automatismes nerveux se mettent en place avec une réaction surrénale tout de suite, avec un hypertonus. Et au bout de quelques secondes, enfin une minute en général, cet hypertonus surrénalien s'effondre parce qu'à force, la surrénale ne peut pas tenir ce tonus. Et à ce moment-là, cette absence de tonus musculaire fait que les personnes épileptiques
fond sous elle, comme c'est connu. Et puis, au bout d'encore un certain temps, quelques minutes, la personne a des contractions cloniques, c'est-à-dire par un coup comme ça. Et ça, c'est le signe que les automatismes nerveux font remonter la thyroïde et la conscience revient. C'est tout, c'est tout simple. C'est tout simple et on peut l'expliquer davantage, mais dans ce cadre-là, c'est pas assez... Vous êtes pour ou contre guérir par les plantes? Ah non, mais tout à fait pour. Tout à fait pour. Bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire votre actualité, ou est-ce qu'on peut vous suivre, ou si vous avez un livre à conseiller, ou même votre livre? Eh bien, on puisse enfin découvrir toutes ces choses merveilleuses. C'est gentil. Le dernier livre que j'ai écrit en 2012, il faut que j'en fasse paraître un autre bientôt sur les émotions, mais c'est La théorie de l'âme de la vie. Celui-là est sur la méthode. C'est un peu une critique des neurosciences, le pourquoi des choses, pourquoi les neurosciences ne sont pas arrivées, n'arriveront pas à ce qu'elles prétendent, pour des raisons d'erreur des prémices de raisonnement, de toute façon. Alors, il y a des choses sur la théorie, sur la psychosomatique, comment ça s'explique, les émotions, enfin, tout ça est dit dans ce dernier livre. Il y en a un autre, c'est Glande qui nous gouverne, qui est le premier que j'ai écrit il y a 26 ans, qui est un peu un balayage de toute l'endocrinopsychologie, un petit livre. Après, il y a d'autres livres, on peut les trouver sur Internet. Ouais, sur Internet, tout ça est visible. On les trouve. Ok, on vous remercie beaucoup en tout cas pour cette interview. Et puis on essaiera de vous suivre et de mettre toutes vos infos à chaque fois à jour, parce que vous avez vous faites beaucoup de bien pour l'équilibre humain et pour la médecine, on va dire. Merci beaucoup, à bientôt. Très gentil, merci beaucoup.